Un héros oublié du cinéma aujourd'hui qui ne fait plus rêver personne mais laisse encore pour certains une trace indélébile, marquée que nous étions par les films où le héros était interprété par Johnny Weissmuller. Un dessin animé et filmation de très bonne tenue qui rappelait surtout le côté pulp. Car je suis Tarzan, seigneur de la jungle. Et une série avec Ron Ely. Le cri terrible, tonitruant de Tarzan est connu de toutes les bêtes de la jungle. Et bien sûr, sans oublier Tarzoun, la honte de la jungle de Picha. Tirés des romans écrits par Edgar Rice Burroughs qui vont paraître dès 1912, les histoires du Seigneur de la jungle et des singes seront adaptées sur plusieurs formats, de la bande dessinée au cinéma, à la télévision. Le personnage est un mythe très rapidement et fait rêver le monde. Imaginez donc le plaisir quand l'on apprend qu'un nouveau Tarzan est en tournage sous le titre de Greystock, vrai patronyme du héros, un lord anglais de surcroît que seuls ceux ayant lu les romans connaissent vraiment. L'histoire nous raconte le naufrage de Jack Clayton et son épouse enceinte, comte et comtesse de Greystock, dont le bateau se retrouve en Afrique. Condamnés dans une jungle hostile, les deux parents vont périr et leur enfant nouveau-né va être adopté par de grands singes. Tarzan est né et va se retrouver confronté à la civilisation pour la première fois quand il va rencontrer le capitaine Philippe Darnaud, un explorateur belge. Non, Razor. Mirror. L'idée que Tarzan retrouve le monde civilisé n'est que peu exploitée au cinéma alors, et c'est ici fait avec beaucoup de réalisme et répare une erreur qu'Hollywood se devait de rattraper. C'est Hugh Hudson, surtout connu pour avoir réalisé le film Les Chariots de Feu, qui reçoit 4 Oscars en 1982 pour ce dernier, dont celui du meilleur film, qui va mettre en scène cette adaptation. On lui alloue 27 millions de dollars, une belle somme à l'époque, et qui semble, quand les premières photos tombent, vraiment originable et nous fait oublier la version kitsch de 1981 réalisée par John Derek avec un Miles O'Keefe qui ressemble à une endive de par son jeu et Bo Derek, femme du réalisateur. Robert Towne, l'homme derrière les scénarios de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, de Chinatown de Roman Polanski, le Yakuza de Sidney Pollack ou le Mission Impossible de Brian De Palma, va proposer une nouvelle approche du célèbre mythe. Il sera par contre insatisfait du résultat et pour cause, Towne signe finalement son scénario du pseudonyme P.H. Vadzak, celui-ci étant le nom de son chien. Il n'en obtient pas moins une nomination aux Oscars. L'histoire dit aussi que la Warner et lui se sont bien engueulés après le refus du studio de produire Personal Best auquel il tenait. Il demande à ce que son nom soit retiré du générique et Hudson lui demande beaucoup de réécriture, ce qu'il refuse, et c'est Michael Osing qui va s'en occuper en puisant dans 2 romans du créateur de Tarzan. Towne s'était en effet concentré sur la jungle et ne voulait pas écrire les passages en Angleterre. Son Tarzan est ici moins con que dans les précédentes adaptations, entendez bien sûr moins sauvage, il apprend, se cultive et va devenir un lord, une bouffée d'air frais dont le personnage avait besoin. Pour les décors, c'est le grand Stuart Craig qui s'y colle, 3 Oscars pour Gandhi d'Attenborough, Les Liaisons Dangereuses de Frears et Le Patient Anglais de Minghella, et qui va nous estomaquer sur des films comme Elephant Man de Lynch, Mission de Roland Joffé ou la saga Harry Potter. Craig va dessiner et tracer à l'encre de Chine les premières esquisses des décors. Un des plus coûteux sera la cabane dans les arbres, partant du canot de sauvetage pour évoluer sur une sorte de cabane bateau beaucoup plus grande. The apes have returned in greater numbers this time. They eat everything in the vicinity. La jungle sera reconstituée au studio EMI, le reste étant tourné au Cameroun, pour 1 million de livres sterling avec une surface de 75 mètres sur 36 et 13 semaines pour tout construire avec un budget pour les plantes faramineux.
À la photographie, c'est John Alcott, connu pour sa collaboration avec Stanley Kubrick et surtout son Barry Lyndon, avec lequel il obtiendra un Oscar avec son éclairage naturel, notamment les scènes à la bougie. Sur ce film, il va bricoler un éclairage avec 6 lampes à quartz de 1000 watts avec un petit réflecteur dirigé vers le bas et disposé en étoile. Man! Dieu! Animal! Les arbres de la jungle étant très hauts, il va pouvoir ainsi reproduire en studio la lumière qui a du mal à passer au travers des branchages. N'oublions pas John Mollo au costume, dont le travail au cinéma est important, puisqu'il a fait les Star Wars, le 4 et le 5, Alien de Ridley Scott, Outland de Peter Iams ou le Event Horizon d'Anderson. Do you recognize her? How could he recognize me, Uncle? We've never met. Le film sera censuré de 10 minutes aux États-Unis, mais pas en Europe, fort heureusement, et de nombreux passages furent enlevés comme une rencontre avec le roi d'Angleterre. Le script de départ donnait un film de 3h40. Anne Kotz devra en faire un montage hallucinant avec 75 km de pellicule pour un métrage qui atteint au départ les 4 heures en enlevant toutes les mauvaises prises. De plus, et pas des moindres, les singes et les maquillages vont être créés par le spécialiste du genre, Rick Baker, qui obtiendra une nomination aux Oscars pour ce film. Il va perdre bien sûr devant le maître Dick Smith et le tsunami mérité pour Amadeus de Milos Forman. Danseurs et mimes vont être utilisés pour interpréter les singes mêlés à de vrais primates qu'il est difficile parfois de déceler, comme la vraie de la fausse jungle. Les premières scènes étant entièrement réalisées autour des singes, il ne faut pas se louper. Carlo Rambaldi devait s'occuper des maquillages, mais sa façon de travailler, il est très indiscipliné, ne va pas plaire, et fort heureusement, Rick Baker prend la suite. Les scènes de singes vont aller jusqu'à inquiéter la Warner, puisque très violentes et n'ayant rien à voir avec les combats classiques des Tarzans d'avant. Un singe est dangereux, très, quand il attaque, et Hudson veut le montrer. Baker gagnera son Oscar pour le Loup-garou de Londres, transformera Michael Jackson en monstre dans le clip Thriller, mais franchement, à l'époque, son travail pour Greystock est un des plus beaux effectués en matière de maquillage réaliste. Le film lui tient vraiment à cœur, l'aboutissement d'un rêve de par sa passion pour les singes. Il avait déjà travaillé sur le King Kong de John Guillermin, produit par le mogul Dino De Laurentiis dont j'avais parlé. Il interprète même le roi Kong et doit imaginer ici les singes qui sont dans le roman original mais que Burroughs avait créé puisqu'ils n'existaient pas. Ils vont avec Hudson s'inspirer des chimpanzés et des éléments d'autres espèces simiesques et bien sûr certains avec des particularités physiques afin que les spectateurs puissent les différencier. Le méchant, par exemple, White Eyes, tient plus du gorille, est très imposant et tout aussi menaçant. Au contraire, Figgs, le pote de Tarzan, tient de l'orang-outan. Et enfin, Kala, la mère adoptive du héros, est chimpanzé. Une équipe énorme va être engagée afin de concevoir les costumes et maquillages en 8 mois, ce qui est peu, pour 30 singes, 50 costumes. Baker ne voudra plus entendre parler de singes après ça, mais il n'attendra que 3 ans avant de nous donner Bigfoot, qui ressemble vraiment à un singe, et en 88, Les gorilles dans la brume de Michael Apted. Près de 46 millions de dollars au box-office et plus de 3 400 000 entrées en France pour un film de 2h20, ce qui enlève une séance à l'époque, c'est pas rien. Half of me is here of Greystock. Christophe Lambert va donc être choisi pour incarner et l'homme singe Tarzan et Lord Greystock John Clayton, riche héritier anglais, un acteur inconnu de beaucoup par choix pour Hudson afin qu'il devienne un nouveau héros pour tous, sans acteur connu pour l'oublier. John Clayton. Né aux États-Unis, Christophe Lambert va devenir un acteur-producteur et un homme d'affaires dont le succès et le charisme. Oui, je sais, mais quand on couche la même année avec Béatrice Dalle et Claudia Schiffer, on en a, avec comme point de départ ce film. Il a eu de petits rôles dans Le bar du téléphone de Claude Barrois, Asphalte de Denis Amar ou Légitime violence de Serge Leroy.
Après son Tarzan, toutes les portes lui sont ouvertes et va incarner des personnages souvent solitaires comme le Fred de Subway, un film français, le fabuleux immortel Connor McLeod de Russell Mulcahy ou le Sicilien de Michael Cimino. Sa carrière va dégringoler mais il reste actif dans la production et l'écriture. Ici, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur est vraiment à l'aise dans le rôle, couvert de cicatrices, un regard animal tout en étant crédible en costume de lord anglais. Un personnage très bien joué donc, qui marche sur ses deux jambes quand il revient à la civilisation, mais qui une fois seul retrouve souvent son état premier en se remettant à quatre pattes. Il est le choc, la découverte de l'année 1984 dans le monde entier par un simple casting où Hudson va regarder l'acteur sans piper mot, le regardant de traviole et sans ouvrir la bouche. L'acteur le trouve bizarre et cinglé et le lendemain, un deuxième essai à faire des sauts et des bonds partout. L'acteur lui reste debout au bout d'un moment, s'assoit et c'est là que Hudson le remarque. La Warner voulait Richard Gere, mais Hudson refuse, un inconnu doit tenir le rôle. 5 mois et demi de barres parallèles et anneaux plus tard, le personnage semble plus félin et rapide que musclé. L'acteur devra apprendre à se mouvoir, à jouer au milieu des singes, chose particulièrement dangereuse, ceci étant 5 à 6 fois plus fort que nous. Hugh Hudson n'adressera la parole à Lambert que sur les scènes de civilisation, les animaux ne se parlant pas. Cela va anéantir pendant 15 jours le comédien. Reste qu'avec ce film, sa carrière le propulse en star, magnétique, intense et surprendra les critiques lors de ses interviews par son humour, sa spontanéité et son intelligence. Muet pendant une grande partie du métrage, chaque mot prononcé par Lord Greystock sont réfléchis et le regard de Lambert participe aussi au rapport qu'il entretient avec les autres. Leave us now, Iris, please. Pas de Tarzan sans Jane ici, Jane Porter, interprétée par presque Andie MacDowell, et oui, parce qu'en effet, son image est bien là, mais sa voix, elle, ne l'est pas. C'est Hugh Hudson qui va faire doubler celle-ci par une autre actrice, Glenn Close, afin d'améliorer sa voix, l'actrice ayant une voix un peu molle à traîner sur les lettres, d'après certains acteurs. Your father gave me this. Elle est jolie. She's pretty. Yes, she is. L'actrice ne le saura qu'en voyant le film, personne ne s'étant donné la peine de la prévenir et s'en trouvera très humiliée. Elle rebondira bien sûr fort heureusement en commençant par le sexe mensonge et vidéo de Soderbergh, le Green Card de Peter Weir et explose dans Un jour sans fin d'Harold Ramis et bien sûr 4 mariages et un enterrement de Mike Newell. Elle est ici superbe, joue très bien son rôle, on le voit et je me demande bien pourquoi ils ont fait ça. My dear, dear. Le 6e conte de Greystock qui va retrouver son héritier est interprété par le très grand, que dis-je, l'énormissime acteur Sir Ralph Richardson. C'est ici son dernier film, il partira juste après le tournage le 10 octobre 1983, le film lui est d'ailleurs dédié. Toujours parfait, il commence sa carrière en 1921, tourne dans une 60aine de films, faisant une pause pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir dans l'aviation et anobli par la reine en 1947. I think I might be going off myself somewhere. L'acteur va enchaîner les rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma et nous régaler sur de nombreux films cultes comme Exodus de Preminger, Le Docteur Zhivago de David Lean, Le Rollerball de Norman Jewison et sera dans les années 80 le vieux magicien Ulrich de Kragenmoor dans Le Dragon du lac de feu de Matthew Robbins. Never sell. Never ever sell. Do anything to keep it whole. Il est doublé par le grand George Aminel, que l'on adore, la voix de Dark Vador. Ici, il est troublant de vérité et ses retrouvailles avec son petit-fils, empreintes d'une émotion plus que palpable, nous fait verser une petite larme. Ian Holm et le capitaine Philippe Darnaud qui va découvrir Tarzan, Lord Greystock et le ramener à la civilisation en commençant par le langage. Razor. Razor. Il va faire office de père de substitution puis d'ami, une relation au lien profond, très humain, pas comme aujourd'hui, et c'est un personnage qui va évoluer au contact de l'homme-singe. En effet, d'abord plutôt guindé et n'aimant pas le contact physique, il va changer, évoluer et finir ouvert, chaleureux et voulant embrasser tout le monde. And by then you would have forgotten all your friends. No.
Le grand Marc de Géorgie double Ian Holm en version française, acteur impeccable au rôle souvent maîtrisé. Ian Holm a joué dans Alien de Ridley Scott, Les Chariots de Feu du réalisateur de Greystock, Brasil de Terry Gilliam et d'autres personnages comme Bilbon Saké dans les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Lord Charles Esker, fumier britannique d'une condescendance à faire pâlir tous les membres de leur royauté, ne pouvait être interprété que par James Fox, né d'une famille de gens du théâtre. Won't be long before you're talking like the rest of us. Won't be long before you're talking like the rest of us. Il va jouer de nombreux rôles, souvent d'aristocrate, et il est parfait dans The Servant de Losey, La poursuite impitoyable de Penn, La maison Russie de chez Pizzi et pas mal de séries. C'est le grand piraté qui fait sa voix française. I'm Buller, the proprietor. My friend is also Belgian, but he has no English. À noter dans le rôle de Buller, un petit salopard qui tient un hôtel, David Suchet qui deviendra plus tard le meilleur Hercule Poirot de la série britannique. Plusieurs acteurs du film, des Chariots de Feu apparaissent dans le film, Ian Charleson, Ian Holm donc, Cheryl Campbell, Nigel Davenport et Richard Griffiths. Il est étonnant de voir à quel point John Scott est un compositeur sous-coté alors que son style lyrique est tellement vigoureux, arrive à nous donner ce genre de musique de son meilleur cru, du meilleur cru tout court d'ailleurs. Ancien flûtiste et saxophoniste de jazz réputé, qui va collaborer avec les Beatles ou des bandes originales comme Goldfinger de John Barry, Charade ou Arabesque composé par Henry Mancini, il deviendra compositeur de musique de film et va notamment illustrer les documentaires de Jacques-Yves Cousteau. Après Antoine et Cléopâtre, ou son très bon Nimitz Retour vers l'enfer, il va nous donner ici une œuvre d'une grande variété dont la mélodie principale en adéquation parfaite avec les images et le récit, et dont l'ampleur de chaque note se révèle puissante et triomphante. La noblesse de ses thèmes, la nostalgie qui en découle, tout ce qui fait partie de notre héros, sont parfaitement façonnés jusqu'à ce que l'orchestre se déchaîne littéralement lors des accès de violence orchestrale, voire de tragédie. Après Vangelis sur les Chariots de Feu, Hugh veut une approche classique de son film et c'est avec le Royal Philharmonic Orchestra qu'il va même plonger dans l'épique. John Scott va adapter la première symphonie d'Edward Elgar lors de l'arrivée de Tarzan au manoir des Greystock, rappelant ainsi un beau classicisme britannique et ce dès l'ouverture sur une image de jungle fixe en prologue au film. If he's a Greystoke, I'll know him at a glance. D'un romanesque à toute épreuve, mais aussi des cuivres massifs entourés de cordes violentes pendant les attaques des singes, auxquelles s'ajoutent des percussions très agressives et réjouissantes. Cette partition va devenir l'une des plus connues de son compositeur dans le milieu des fans de musique de film et une œuvre que l'on se doit de posséder, une musique incontournable et un compositeur au sommet de son art, dont Bruno Communal parle dans son merveilleux livre sur la musique de film, où il y tient un beau chapitre que je vous conseille de posséder. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le film définitif sur le personnage, certains ayant mieux accompli la partie aventure, mais nous n'en sommes pas loin côté développement de personnages. La fin est assez ouverte, on pourrait même espérer une suite à l'époque qui ne viendra jamais, mais ce n'est pas plus mal. Sur ce film, le plus important, c'est le comment. Comment devient-il Tarzan, bien que le nom même du héros de la légende ne soit jamais prononcé. On le voit apprendre, se civiliser et bien sûr parler. L'histoire d'amour y est presque anecdotique, le réalisateur préférant se focaliser sur l'homme confronté à deux environnements. Un film qui ne calcule pas un aspect commercial que l'on aurait pu trouver évident et nous ramène au conflit intérieur de chaque humain pour un retour au mythe initial, une recherche de l'identité par un acteur impeccable. Un film qui reste quand même heureusement loin d'être réaliste, ce qui se dit à l'époque, et même plutôt invraisemblable, mais traité de façon véridique. Les critiques anglais vont dérouiller le film.
La critique de leur société y étant plutôt cinglante, avec en plus un acteur français en tête d'affiche, cela va finir de les achever. You are the Earl of Greystoke! Avec une équipe technique hors du commun et des acteurs parfaits, Greystoke est un pur choc à sa sortie, une baffe dans la gueule. Le film renouvelle le mythe en lui conférant le statut qu'il méritait depuis longtemps, celui du héros absolu dans un film à la hauteur des attentes du spectateur. Dommage que comme beaucoup de héros mythiques, ceux-ci n'intéressent plus et ne nous donnent pas les fantasmes héroïques qu'ils étaient. Un 8/6 de chef-d'œuvre intense et réussi, une émotion qui ne nous lâche jamais, un putain de grand film à l'ancienne. Ça faisait un moment que j'avais envie de revoir Greystoke et je me suis dit, tant qu'à le regarder, autant en faire une vidéo. J'espère que vous adorez ce film-là, que vous ne serez pas trop dur avec le Christophe, parce que je sais que depuis, il est devenu un mème de lui-même. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose, c'était un choc, je m'en rappelle, et les premières photos nous avaient laissé pantois. Dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner. N'oubliez pas la chaîne Patreon qui propose les vidéos en avance, un peu plus longues parfois. Et je vous dis à bientôt pour du lourd. Bye bye.